Good afternoon, dear participants. It's a great pleasure to Bonjour, welcome chers you. participants. C'est un véritable plaisir que de vous souhaiter la bienvenue à cette session, deuxième séance consacrée à la question des connaissances des conditions techniques et sociales de la deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et le changement global. C'est une séance qui va être présidée par Monsieur Pierre-Alain Roche, qui est le président de la section mobilité et transport du Conseil général de l'environnement et du développement durable du ministère de la Transition écologique. Monsieur Roche, je vous cède la parole, je vous en prie. Merci beaucoup, je vais m'exprimer en français parce que mon français est meilleur que mon anglais. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas de souci particulier? Nous vous entendons. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je vais intervenir en français au long de cette session. Je suis ravi de vous accueillir lors de cette session. Pour l'instant, nous avons Madame Sofia Ousni qui est présente du SIAP et qui va nous parler des moyens d'alerte anticipée pour examiner les possibilités de se baigner dans les rivières de la région parisienne, de la Seine en particulier. Vous savez tous que c'est un enjeu important pour les franciliens depuis longtemps. Quand j'étais directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie, c'est sans doute à ce titre-là d'ailleurs que je continue à intervenir dans ces colloques. Cet enjeu de restauration de la qualité de l'eau de la Seine et de possibilité de se baigner en sécurité est un enjeu très symbolique de la restauration de la qualité des cours d'eau. Donc, je vais passer la parole donc, à Sofia Ousni en lui proposant de se présenter elle-même. Elle travaille au SIAP et elle va vous parler donc de ce système de prévision. J'attends les autres intervenants qui, pour l'instant, ne se sont pas. Merci à ceux qui souhaitent, aux autres intervenants, de se signaler dès qu'ils se connectent pour que je puisse leur passer la parole. Sofia, c'est à vous. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Monsieur Roche, pour cette introduction. Je m'appelle Sofia Ousni. Je suis à la tête du projet au SIAP. Et je vais vous présenter aujourd'hui les travaux que mes partenaires et nous-mêmes avons fait. Vous avez la liste de mes partenaires sur à l'écran. Donc, nous travaillons sur le développement de systèmes d'alerte novateurs pour gérer au mieux les conditions de baignade dans la Seine. Alors, rapidement, le plan de la présentation, je vais commencer par vous présenter ce projet et vous parler en particulier du cas français. Puis, je ferai une présentation sur l'outil de prédiction que nous sommes en train de prévision que nous sommes en train de développer et je finirai par les applications. Alors, qu'est-ce que ce projet? C'est un projet qui participe du projet Horizon 2020 de l'Union européenne. C'est un projet qui est dirigé par le KWB, donc un centre de compétences sur l'eau qui est à Berlin. Il s'agit donc de travailler sur des solutions numériques open source pour relever les défis liés à l'eau en impliquant les citoyens dans la gestion des ressources hydriques. Alors, c'est un projet qui inclut 5 villes européennes, Paris, Berlin, Milan, Copenhague et Sofia. En fonction de chaque besoin, des besoins de chaque ville, des solutions numériques vont être développées. Et je commence par le cas français, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Donc, nous sommes en train de développer un système d'alerte précoce qui contient 2 outils et puis 2 applications, et j'y reviendrai plus tard.
Ce système d'alerte précoce sera utilisé lors des Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Et ce que nous garderons de ces Jeux, c'est la possibilité de se baigner en toute sécurité et de manière durable dans la Seine. Pour parvenir à cet objectif, nous suivons plusieurs actes de développement avec plusieurs partenaires. Nous travaillons au SIAP avec l'Université de la Sorbonne, avec le KWB pour modéliser la qualité de l'eau pour la baignade. On se charge notre collègue Dupin. Nous travaillons également sur un outil de prévision de la qualité de l'eau à des fins de baignade. Nous travaillons également sur des questions sociologiques liées à la qualité de l'eau. Et puis, nous avons un collègue également qui travaille sur les systèmes de mesure des bactéries indicatrices donc, de matière fécale. Alors, quels sont les produits que nous attendons de ce projet? Donc, un outil de mesure, un outil de prévision, et puis, avec un prestataire du SIAP, nous travaillons sur une appli expert et une appli pour les citoyens. Alors, nous allons nous concentrer sur l'outil de prévision et les applications dans le cadre de cette présentation. Alors, tout d'abord, d'un point de vue général, quel est le lien entre tous ces produits? Nous allons avoir donc des données qui vont alimenter donc, le système qui va permettre de parvenir à une prévision de la qualité de l'eau. Ces prévisions, combinées à d'autres informations, seront envoyées à l'appli experte. En fait, c'est une appli de gestion de l'eau. Et sur la base de toutes les informations disponibles dans l'appli experte, les gestionnaires des sites de baignade pourront prendre une décision. Faut-il ouvrir ou pas le site de baignade? Et puis, ce statut sera donc disponible dans l'appli publique afin de permettre aux citoyens de savoir qu'ils peuvent se baigner. Il y aura également d'autres informations disponibles sur cette appli. Et puis, tout les systèmes de mesure, système d'alerte de mesure, sera utilisé pour valider les prévisions et seront inclus dans l'appli publique pour aider les citoyens à prendre une décision et surtout informer les citoyens de la qualité de l'eau. Alors, je commence par les prévisions. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que cet outil de prévision se fonde sur deux modèles. Donc, il y a tout d'abord l'apprentissage automatique grâce au modèle développé par nos collègues du KWB. Chaque jour, en fait, c'est un modèle qui sera alimenté en continu par des données spécifiques, des données tirées des données sur les qualités de l'eau dans les rivières, sur les précipitations. Maintenant, ce système statistique ne peut pas tenir compte de tous les changements qui sont apportés au système d'assainissement. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément. En fait, tous les changements qui sont apportés au réseau d'assainissement seront intégrés dans le modèle déterministe et ce modèle PROS va générer de nouvelles données sur la qualité. Et ces données de qualité seront envoyées dans le modèle statistique afin qu'il puisse fournir des prévisions sur la qualité des eaux de baignade. Suivant, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons jusque-là? Qu'est-ce qui a été développé? Nous avons une interface graphique pour les utilisateurs, ainsi qu'un système de gestion du contenu. Il s'agit de gérer plusieurs sites de baignade, de tenir compte de plusieurs variables et d'intégrer plusieurs modèles de prévision. Il y a une vidéo d'ailleurs. Nous avons aussi une carte qui nous permet donc de créer des variables spatiales. Ça, c'est en fait une carte interactive. Vous voyez ici, nous avons donc la mesure des précipitations
simulation, il y a également le calibrage et l'analyse interactive, donc des modèles de prévision probabiliste qui sont vraiment à la pointe, qui nous permettra de prévoir les niveaux futurs de contamination. Il y a également d'autres fonctions qui ont été développées. Ça, c'est le modèle de prévision qui a été construit pour le pont d'Iéna, qui est d'ailleurs le site de baignade pour les Jeux de 2024. Il y a une petite vidéo d'ailleurs là-dessus. Et toutes les données que nous envoyons à nos collègues au KWB ne sont pas vraiment des données de bonne qualité. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de bonne prévision sur la qualité de l'eau. C'est lié donc à un certain nombre de problèmes, dont des difficultés de prévision suite au changement dans les systèmes d'assainissement. Mais bientôt, grâce au nouveau modèle, nous serons en mesure de faire des bonnes prévisions sur la qualité de l'eau. Alors, il y a également d'autres fonctions qui sont prévues. Pour le moment, nous ne savons pas à quelle fréquence les prévisions seront produites. Donc, c'est pour ça que nous avons une fonctionnalité nous permettant donc de prévoir la fréquence des prévisions. Diapo suivante, s'il vous plaît. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, les applis, l'appli experte et l'appli publique. Ce qui est important de savoir, c'est que l'implication des citoyens est l'un des objectifs principaux de ce projet. Et c'est pour cela que, dans le cadre de l'élaboration des deux applis, nous voulions impliquer à la fois les citoyens et les autres parties prenantes. Et pour cela, que des études sociologiques ont été effectuées, des entretiens avec des groupes cibles pour vraiment impliquer les citoyens dans la construction de l'appli publique, et nous avons aussi impliqué ce que nous appelons ici la communauté de pratique. Ce sont les acteurs principaux en matière qui sont pertinents pour en matière de baignade dans la région de Paris. Et en fait, nous impliquons ces différentes parties prenantes, nous leur demandons de nous dire ce qu'ils souhaitent voir figurer dans l'appli experte et dans l'appli publique. Donc, pour l'appli experte, quelles sont les informations qui seront nécessaires pour les aider à prendre des décisions? Et pour l'appli publique, il s'agit de savoir donc quelles sont les informations qui doivent être partagées avec le public. Alors, pour ce qui est de développement des applis, eh bien, au SIAP, eh bien, nous avons un prestataire qui participe donc à ces différents travaux au groupe qui permettent donc vraiment de travailler sur les spécifications des deux applis, donc quel contenu, quel design, quelle spécificité technique. Et cela permet également de développer des prototypes, de faire des simulations. Et les prototypes et les simulations seront présentés à la communauté de pratique, ce qui permettra d'être examinés et d'être validés. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très condensée. Je vais vous proposer qu'on ait un petit temps de discussion avant de passer à la deuxième intervention, et puis on reviendra éventuellement sur des questions plus larges. Je voulais peut-être, pour lancer les questions, vous demander un peu comment cette application est susceptible d'être utilisée durant les Jeux olympiques et quel type de décisions peuvent être prises compte tenu des manifestations qui sont prévues sur la scène durant la période des Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a un lien entre cette application et les Jeux olympiques en 2024, ou est-ce que c'est totalement indépendant? Alors, juste pour répondre à votre question, il faut savoir que la direction jeunesse et sport, donc il y a des personnes de la direction jeunesse et sport et de la délégation des Jeux olympiques, paralympiques et grands événements qui font partie de la communauté des utilisateurs et donc qui travaillent avec nous dans le développement des deux applications. Et que oui, potentiellement, c'est les deux applications, ou plutôt les deux applications ainsi que l'outil de prédiction, je pense que c'est l'outil qui risque d'être le plus utilisé pour les Jeux olympiques et paralympiques, pourrait être utilisé. Oui, donc l'outil de prévision permettrait donc de prévoir potentiellement la qualité de l'eau pour voir si elle est
aux normes qui ont été fixées pour les baigneurs et pour les différentes épreuves qu'il va y avoir. Je pense que c'est le triathlon et la nage en eau libre. Et l'application experte est en fait une interface qui regroupe toutes les informations dont le gestionnaire a besoin pour prendre sa décision. D'accord. Et d'autre part, le modèle PROS couvre pas seulement la Seine, me semble-t-il, il couvre un ensemble qui est l'ensemble du secteur francilien ou du territoire d'intervention il couvre donc une partie de la Marne de mémoire. Quand j'étais enfant, on pouvait se baigner dans la Marne. Et je ne sais pas si c'était totalement en sécurité, mais en tout cas, c'était tout à fait autorisé. Est-ce que sur cette rivière Amont, vous avez une appréciation des conditions dans lesquelles on pourrait envisager de se baigner dans les prochaines années de façon soit totalement occasionnelle, soit très fréquente, soit quasiment systématique, sauf alerte particulière? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans le cadre de ce projet DWC, nous travaillons donc avec Paris et la Petite Couronne. Donc oui, nous couvrons la Seine à Paris, la Seine en amont, dans le département du Val-de-Marne, et la Marne dans le département du Val-de-Marne aussi, et en partie au niveau du département de la Seine-Saint-Denis. Donc nous travaillons également avec les conseils départementaux du 94, du 93 et le syndicat Marne-Vive, donc qui gère les baignades qui vont être en Marne. Et les représentants que j'ai cités qui font partie de la communauté des utilisateurs, nous avons un représentant de chacune des villes qui potentiellement pourrait ouvrir des sites de baignade au niveau de la Marne. Donc c'est une possibilité. Pour répondre à votre question, donc ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous le savez aussi, vous avez totalement raison, à une époque, oui, les gens se baignaient dans la Seine, dans la Marne. Les choses ont beaucoup évolué. Disons que la qualité n'était pas vraiment vérifiée à l'époque. Avec l'industrialisation et tout ce qui a changé dans la société, les choses ont évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de la Seine et de la Marne s'est drastiquement améliorée au fur et à mesure des années, qui fait qu'aujourd'hui, il est possible de se baigner, mais le souci, c'est que nous ne savons pas quand est-ce qu'on peut se baigner sans avoir de problèmes de santé plus tard. Et c'est à ça que vont servir donc les outils que nous développons dans le cadre du projet DWC. Et donc, si tout se passe bien, normalement, nous travaillons pour l'ouverture. L'idée, c'est vraiment, il y a les JO, bien évidemment, les JOP de 2024, mais nous travaillons également et beaucoup plus sur vraiment tout l'héritage finalement de ces JO, ce qui va être l'ouverture des sites de baignade en Seine-Amont et en Marne. Merci beaucoup. Oui, j'ai survécu, mais sans doute avec quelques séquelles à ces baignades non contrôlées. Est-ce que je peux, maybe I could give the floor to any questions that the participant could have. Je donne maintenant la parole aux participants qui pourraient souhaiter vous poser des questions. Alors, il y aura une partie questions-réponses. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez ajouter, non? Bien, il n'y a pas encore de proposition pour le moment. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, Sophia? À ce stade? Non, rien en particulier. Simplement vous dire que nous travaillons au SIAP et avec l'ensemble des parties prenantes pour que la Seine et la Marne puissent bien accueillir des baigneurs. Et nous espérons que tout ira pour le mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophia, pour ce premier exposé. I will now give the floor to Je donne à présent la parole à Mohamed Nadirouzaman. Du cas de Dakar et du
problème majeur qu'on rencontre dans beaucoup de fleuves, qui est celui des plastiques. Mohamed, je pense que vous êtes en ligne, donc vous pouvez prendre la parole maintenant. Mohamed, Hi, good afternoon. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. M'entendez-vous? Moi, je n'ai pas entendu de réponse de mon côté. On vous entend parfaitement, oui. Donc, est-ce que je peux mettre mes slides à l'écran, s'il vous plaît? C'est parfait. Bonjour, mesdames et messieurs. Ma présentation traite de la ville de Dakar, même si j'habite à Hambourg, à 5 heures de différence de fuseau horaire par rapport à Dakar. J'écoutais la présentation précédente et je pensais, j'imaginais les gens qui ont parlé de baignade dans la rivière. Mais dans mon pays d'origine, nous sommes un pays avec plus de 300-400 fleuves, mais nous n'avons presque aucune rivière, aucun fleuve où on pourrait se baigner parce que nous avons tellement pollué tous ces fleuves au Bangladesh au nom du développement et de la croissance. Dans mes plus beaux rêves, je ne pourrais jamais m'imaginer en train de me baigner dans une rivière au Bangladesh. Les rivières sont tellement polluées que même, ce n'est pas seulement les poissons qui ne peuvent pas y vivre, mais même les bactéries ne peuvent plus vivre dans les rivières. Nous avons tellement contaminé l'eau. The river water pollution, and that is the plastic. Et je vais vous parler de la contamination de l'eau, mais plutôt je vais parler de l'interface entre la gestion de déchets plastiques, des eaux souterraines et des problèmes de santé publique au Bangladesh. Mais même si je parle du Bangladesh, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et je peux voir que cette même problématique existe dans un grand nombre de pays autour du monde. Et je me souviens qu'il y a quelques années, de la recherche a été faite dans 12 pays, dans 3500 différents points d'eau, où on a trouvé qu'il y avait près de 83% d'eau du robinet qui avait une forme, une autre, qui contenait une forme, une autre de plastique. C'est un problème de santé publique très grave que je veux aborder aujourd'hui. Donc, pour résumer, il s'agit plutôt de comprendre ce problème, de comprendre les risques qui ont été produits par notre modernité et le développement. En abordant la question au niveau mondial, au niveau local, on peut voir que même lorsque beaucoup de pays à travers le monde essayent d'agir, essayent d'abandonner les plastiques, il y a une grande quantité de nouveaux plastiques qui sont quand même utilisés dans un grand nombre de pays. Et nous, en utilisant ces plastiques, nous mettons les générations à venir dans des situations de risque sanitaire imminente. C'est sur ces problèmes que notre recherche s'est concentrée. Lorsque je parle de la problématique du risque, j'essaye d'aborder la question du point de vue de la société de risque. Lorsque Beck a développé le concept de la société de risque en 1992, il voyait cette société du risque du point de vue du monde moderne, de la modernité. Et cette société du risque a été produite dans les pays du Nord. Mais moi, je vous parle d'un point de vue où cette modernité et ces industries modernes qui produisent le risque, qu'ils ne peuvent pas contrôler,
Et les sociétés vivront à l'avenir et seront exposées à ces risques. Mais ce que j'essaye d'aborder dans ma recherche, ce n'est pas seulement la situation dans les pays du Nord, mais des pays du Sud. Et le plastique est un des produits majeurs de la modernité. Le plastique est donc un des principaux produits de l'époque moderne qui produit ce risque imminent. Ce plastique a commencé son voyage il y a moins de 100 ans, moins d'un siècle dans un laboratoire et a maintenant consumé notre vie quotidienne. Partout où nous pouvons aller, nous sommes témoins de la prolifération de plastique. Et même les endroits où nous habitons, les endroits où nous sommes assis en ce moment, nous pouvons voir beaucoup d'éléments plastiques qui nous entourent en ce moment même. Ce sont des matériaux produits en laboratoire qui contiennent eux-mêmes des produits chimiques qui exposent la société à des risques sanitaires. Et selon des estimations, entre 1 à 5 000 milliards de sacs en plastique sont consommés mondialement chaque année. Et 5 000 milliards, cela signifie plus de 10 millions de sacs en plastique par minute. Donc, ce chiffre est tellement immense. Et donc, une des problématiques principales, c'est qu'un grand nombre de ces plastiques, surtout des plastiques jetables, aboutissent dans des décharges. Et même si ce sont les pays du Nord qui ont commencé cette nouvelle ère du plastique il y a quelques décennies, ces pays ont également commencé à exporter les plastiques jetables dans d'autres pays du monde. Les pays du Nord ont recommencé à utiliser des plastiques durs, mais certains pays des pays du Sud ont commencé à renvoyer ces produits plastiques vers les pays du Nord. Il y a quelques années, la Chine a commencé à renvoyer des déchets de plastique jetables vers les États-Unis. En Malaisie, on a vu la même chose, même dans mon pays, au Bangladesh. Au Bangladesh, un grand nombre des produits plastiques jetables qui sont au Bangladesh ont été exportés des pays du Nord et présentent un risque à la société elle-même. Un des défis majeurs en matière de ces plastiques, c'est que, à la différence des métaux, ce n'est pas quelque chose qui est biodégradable. Les plastiques sont photodégradables, donc elles se décomposent en petits morceaux. Il y a donc des petites particules de plastique qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais ces petites particules restent dans l'environnement pendant de nombreuses années. Comme vous pouvez le voir à l'écran, notre vie quotidienne a été conditionnée par les produits plastiques. Je me souviens quand j'étais enfant que notre dentifrice était vendu dans des tubes en métal. Mais maintenant, les tubes sont faits en plastique. Notre brosse à dents est également en plastique aujourd'hui. Donc, dès le moment où on se réveille le matin jusqu'à ce qu'on se couche, on a cette interaction incessante avec le plastique. Nous évoluons vers une société qui est alimentée par les consommateurs, par le capitalisme, et cette idée de responsabilité manque presque totalement. Et nous essayons de comprendre l'avenir pour la croissance en termes de PIB, en termes de profit, mais nous ne prenons pas en compte tous ces risques auxquels notre société est confrontée. Et nous exposons notre société à ces risques. Quand on aborde ces problématiques de plastique, on peut voir qu'il y a différentes questions qu'il faut aborder. Nous travaillons souvent sur les risques qui sont plus visibles. Par exemple, nous pouvons voir comment les plastiques contaminent la surface des mers ou les sols océaniques. Et comment le plastique contamine les espèces aquatiques, ce qui
conduit à des risques pour la vie marine, pour la biodiversité. Cela ébranle réellement notre boussole morale. Mais il ne s'agit pas seulement d'exposition de la biodiversité aux risques, mais nous nous exposons nous-mêmes à ces risques. Et lorsque nous voyons ces animaux morts qui ont consommé une immense quantité de plastique, c'est quelque chose qui nous confronte à cette image visible de notre œuvre, de notre contribution à la société. Mais ce que nous ne pouvons pas voir, ce sont les produits chimiques. Les produits chimiques qui sont rejetés par ces plastiques, surtout les plastiques jetables, qui produisent plus de ces produits chimiques et qui en rejettent plus dans l'environnement. Lorsque ces produits chimiques sont rejetés dans l'environnement, ces produits chimiques rentrent dans les eaux souterraines, dans les nappes phréatiques. Dans un grand nombre de pays, lorsque nous avons commencé à extraire les eaux des nappes phréatiques pour alimenter les réserves d'eau potable, nous avons vu que cette eau était très saine. Et nous avons pu voir que la santé des enfants a diminué de 7% grâce à la consommation de l'eau des nappes phréatiques. Mais maintenant, la situation a changé puisque nous exposons les plastiques, nous les déversons dans les décharges publiques et les produits chimiques qui sont rejetés par ces plastiques vont se percoler dans les nappes phréatiques. Et dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ces produits chimiques vont contaminer les nappes phréatiques. Et cette eau est bu par nous et l'État nous présente cette eau souterraine comme une eau sûre et bonne pour notre santé, mais elle ne le sera pas pour les générations à venir et pour la société en général. Je vous parle aussi de la gestion de ces problèmes. Ces plastiques ne se retrouvent pas seulement dans les décharges. Dans mon pays, on peut trouver ces déchets plastiques partout. Vous pouvez voir à l'image à gauche ici que les déchets sont rejetés sans système de gestion des déchets normatisé. Aujourd'hui, si vous voulez vous laver les cheveux, vous pouvez vous acheter du shampoing à usage unique dans un petit sachet en plastique. Et ce petit sachet de plastique est souvent rejeté dans l'environnement ambiant. Donc l'industrie qui produit ces plastiques augmente ses bénéfices, mais en ce faisant ne prennent pas la responsabilité de gérer l'usage de ces plastiques. Parce que c'est le ministère de l'Environnement qui doit s'occuper des conséquences de l'impact de ces plastiques. Mais lorsqu'il s'agit de votre foyer, il s'agit d'un ministère local qui gère ces problématiques. Et donc, il y a une déconnexion entre les différents ministères et le secteur privé qui produit ces produits plastiques. Mais le secteur privé pourrait utiliser son influence pour changer la situation, mais ils ne prennent pas la responsabilité pour ces questions. Donc, ce qu'on pouvait voir, c'est que si vous creusez 3-4 mètres autour de nos villes, vous pourrez voir plusieurs couches de plastique. Donc, toute la ville est en quelque sorte construite sur du plastique. Et cela ne constitue pas seulement un risque à venir, mais cela a également des conséquences très néfastes dans l'environnement actuel. Notre système d'eau est impacté par ces plastiques qui obstruent les systèmes de drainage. Bien sûr,
blâmons le changement climatique, mais c'est également une manière de ne pas prendre responsabilité pour certaines actions que nous avons mises en œuvre nous-mêmes. En faisant cette recherche, j'ai également travaillé sur l'environnement politique. Je mentionnais le ministère de l'Environnement et d'autres ministères. Et une chose que nous pouvons voir, c'est qu'il y a une grande influence entre les différentes organisations. Il y a une relation de pouvoir entre les différentes institutions. Nous sommes très doués pour créer des politiques pour préserver leur environnement. Et souvent, les mesures politiques sont le résultat de projets alimentés par les donateurs. Donc, l'État crée les politiques et les donateurs sont très contents parce qu'ils ont la preuve d'un résultat réel puisque la politique existe. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que sur le terrain, rien n'est réellement fait. Les politiques ne sont pas vraiment mises en œuvre et il n'y a pas de diminution des dommages qui sont faits à l'environnement. Même si on aborde les deux risques principaux auxquels nos générations futures seront confrontées, il y a le changement climatique d'un côté et le plastique de l'autre, et il est très difficile de dire quel risque est plus important, parce que les deux sont des risques très graves, avec un effet déclencheur combiné déclencheur de risque, mais on parle beaucoup plus de changement climatique parce que cela représente plus d'enjeux financiers et cela remet donc la responsabilité à d'autres parties prenantes. Et lorsqu'on parle d'autres conséquences environnementales de risque, on parle très rarement d'autres sujets des plastiques, mais c'est un problème qui est éminent et qui est hautement important lorsqu'il s'agit de la conservation et de la réglementation de l'environnement au Bangladesh. Donc, je crois que c'est ma dernière slide où je parle de la plasticonomie, de l'économie du plastique au Bangladesh, parce que le plastique est créé par le fabricant, il est ensuite distribué vers le vendeur en gros, qui ensuite le vend à des entreprises pour usage personnel dans les ménages, et puis certains plastiques sont réutilisés, par exemple, mais pas pour tous les plastiques. Par exemple, les bouteilles d'eau sont réutilisées au Bangladesh. Les bouteilles PET sont gardées à la maison pour être réutilisées par les ménages, mais les populations ne savent pas vraiment que les bouteilles PET relâchent et rejettent des produits chimiques dans l'eau. Donc, c'est des produits qu'on utilise de manière un peu mal informée. Ensuite, les plastiques sont rejetés à la poubelle où il y a une séparation entre différents types de déchets. Mais en fait, même si le tri est fait au niveau des poubelles, tous les déchets sont acheminés vers le même endroit. Et les collecteurs de déchets, ils essayent de récupérer les déchets valorisables pour les vendre à un autre marché. Donc, certains déchets sont recyclés, mais d'autres, surtout les plastiques à usage unique, ne sont pas recyclés. Et c'est ce type de produits qui sont les plus dangereux. Et ces plastiques à usage unique se retrouvent ensuite dans les décharges ou en décharge sauvage, puisqu'on n'a pas une bonne réglementation de ces pratiques. C'est comme ça que les plastiques atterrissent tout autour de nous et constituent éventuellement
un immense risque pour la société. Il faudra que nous créions d'autres produits pour les générations à venir qui sont plus responsables. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vois que j'ai déjà mentionné tout ce que vous voyez à l'écran maintenant. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation qui a été fort intéressante. J'avais une question sur les différentes alternatives au plastique. Quel type d'économie pourrait être créée dans un pays comme le Bangladesh pour développer des alternatives à cette économie du plastique? Si mes souvenirs sont bons, le Bangladesh est un des plus grands producteurs de jute. Est-ce qu'il y a une économie de la jute qui serait peut-être possible? Est-ce qu'elle pourrait être développée et quel serait l'impact environnemental d'une telle économie, de ces types de nouvelles pratiques en matière d'emballage? Quel serait un moyen d'arrêter avec l'économie du plastique dans un pays comme le Bangladesh? Est-ce que ma question est claire? Alors, It's not clear. Yes. Je vais le dire en français. Merci au traducteur. Donc, Oh, sorry. excusez-moi. So, I mean, in Bangladesh, one of the challenge is au Bangladesh, une des difficultés est la suivante. Comme je le disais, nous sommes très forts pour ce qui est de développer des politiques, mais rien ne change sur le terrain. Et nous sommes probablement nous avons probablement été le premier pays au monde à interdire les sacs en plastique. Ça remonte à 2001. Et alors qu'en Europe, ça a été en 2017. Donc, d'un point de vue politique, nous avons 16 ans d'avance sur l'Union européenne. Mais au Bangladesh, il n'y a rien que l'on puisse acheter sur le marché et qui ne soit pas donné dans un sac plastique. Le sac plastique va avoir des formes et des contenances différentes en fonction de ce qu'on achète. En fait, quand on parle de ce pays et de nombreux autres pays du Sud, la question qui se pose, ce n'est pas tant de savoir comment les choses vont être faites, c'est plutôt de savoir quel impact cela va avoir sur les autorités au pouvoir. Lorsque le plastique a été interdit en 2001, l'opposition s'est opposée à cette décision. Et l'opposition a dit que le résultat, ce serait le chômage pour 1 million de personnes et leurs familles. Et donc, ça les rendrait extrêmement vulnérables parce que ce sont des gens qui travaillent dans un secteur qui est en lien avec le plastique et qu'il n'y avait pas d'alternative à l'époque. Depuis, ceux qui ont mis en œuvre cette politique n'ont pas essayé de développer une économie alternative ou d'autres moyens permettant donc à tous ceux de retrouver un emploi. Et finalement, ceux qui se sont opposés au départ à la politique, n'ont pas non plus agi de leur côté. Donc, ça vaut pas que pour le plastique, c'est pareil pour le changement climatique. Je ne vois pas vraiment comment le Bangladesh pourrait ne pas souffrir du changement climatique, mais la manière dont le changement climatique est présenté à la communauté internationale, la manière dont on présente le Bangladesh comme exemple, c'est extrêmement choquant.
Et c'est encore plus choquant lorsque l'on voit que la communauté internationale accepte et approuve ce qui lui est dit. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Comprendre donc le processus lui-même et comprendre l'impact. Je crois que l'obligation reditionnelle et la gouvernance, ce sont les deux questions clés qui se posent quand on parle d'environnement au Bangladesh. Une chose est de constater que les interdictions ne fonctionnent pas, c'est ce que vous avez expliqué, mais ceci maintenant avec beaucoup d'années de recul. Une autre chose est de construire des chemins pour que le système économique puisse changer. La référence était que le Bangladesh est un producteur de jute d'orla, qui est un excellent produit très biodégradable, qui est une alternative qui est utilisée historiquement de façon très importante. Donc, je suis un petit peu étonné dans votre présentation que vous n'évoquiez pas ces alternatives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut développer et est-ce que les alternatives comme la toile de jute voilà, ont par ailleurs d'autres types d'impacts environnementaux liés par exemple à l'usage de pesticides, à l'usage intensif des sols, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on a des alternatives dont on peut faire un bilan beaucoup plus positif et qui mériterait un accompagnement et un encouragement public fort. Absolutely. I mean, tout à fait. Et je me souviens que lorsque le Royaume-Uni n'a pas vraiment interdit le plastique, en fait, le Royaume-Uni a dit qu'il fallait payer pour avoir un sac plastique, que les sacs plastiques ne seraient plus donnés gratuitement. Automatiquement, l'utilisation de plastique à usage unique a chuté au Royaume-Uni. Et j'habitais très près d'un centre commercial où il y avait ces grandes chaînes de supermarchés, Tesco et Sainsbury. Et je voyais donc les gens qui allaient faire leurs courses en prenant leur propre sac plastique. Donc, les choses peuvent changer. Mais au Bangladesh, alors il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'alternatives, il y a également un plastique biodégradable qui est produit à partir de jute. Mais ça n'a pas été promu et ça n'a pas été parrainé par les différents groupes parce qu'il n'y a pas d'initiative du changement, même s'il y aurait plusieurs alternatives. Il y a à Dakar, il y a 2 stations de gestion des déchets. Dans l'une, il y a donc, on incinère les déchets et on convertit en énergie. J'ai été sur place et j'ai pu voir que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, il existe des choses, mais je ne dis pas qu'au Bangladesh, il n'y a pas de choix, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de leadership politique conduisant le changement. Et c'est ça l'un des défis les plus importants. Et puis, quand on voit ce que fait la communauté internationale ne dit rien au sujet du manque de leadership au Bangladesh. Parce que ce n'est pas intéressant pour la communauté internationale de faire quelque chose au Bangladesh. Et bien souvent, ils entendent dire qu'ils ne souhaitent pas s'ingérer dans les affaires internes d'un pays. Or, il s'agit d'une chose complètement différente. Et côté Bangladesh, toutes les initiatives qui ont été prises jusque-là visaient avant tout à sauvegarder l'intérêt des classes les plus riches, les intérêts du secteur du plastique, et c'est pour ça que rien n'a véritablement changé. Et si on regarde les données relatives au plastique au Bangladesh, ces 10 dernières années, même depuis l'interdiction des plastiques à usage unique, j'ai les données pour chaque année.
Et l'utilisation de plastique à usage unique a augmenté. Et l'un des grands contributeurs, ce sont les usines publiques, étatiques, ce sont les usines de vêtements. Bangladesh est vraiment une des usines du monde. Et ces vêtements sont emballés dans des sachets plastiques. Or, les acheteurs ne rédigent pas vraiment, les acheteurs ne disent pas qu'ils ne veulent pas que les vêtements soient mis dans des sachets en plastique. Et ça a un impact considérable. Et quand nous vendons, nous recherchons une chose, c'est la satisfaction de l'acheteur. Et nous essayons de voir qu'est-ce qui pourrait apporter un bénéfice au pays. Et c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de leadership politique de notre côté. Et ça, c'est l'un des problèmes principaux. L'environnement, c'est vraiment une des toutes dernières priorités de notre programme de développement. Tout ça est très clair pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir pour poser une question à ce stade? Pas pour le moment? Eh bien, merci beaucoup, Mohamed. Alors, je voulais simplement vérifier si les deux intervenants suivants sont avec nous. Sheila Kong-Mukwele et Simon Yin. Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils sont là? Non, malheureusement, ils ne sont pas là. Donc, nous n'avons pas d'autres présentations. Eh bien, ce qui veut dire que nous avons encore un petit peu de temps pour discuter avec les deux intervenants. Et si vous me permettez, j'aimerais revenir un petit peu vers Sophia et poser des questions sur ces modèles déterministes. Comme nous savons, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce type de modèle au niveau des intrants. Donc, comment est-ce que vous faites pour améliorer la condition des prévisions? Eh bien, le doctorant qui travaille sur le modèle déterministe travaille précisément sur cette question. Et c'est vrai que ça inclut un très grand nombre de paramètres. Il y a tout d'abord les données qui sont utilisées pour calibrer les modèles déterministes. Il y a certaines incertitudes qui viennent de qualité. Ce sont des données de qualité sur les mesures colis. Et dans la plupart des lieux où nous mesurons, nous récupérons les données, il n'y a pas de mesure de E-coli pour le moment. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable incertitude. Et puis, il y a également des incertitudes liées au facteur temps sur le débit. Alors, habituellement, nous utilisons des données par heure et chaque heure, et ces données sont validées tous les 24 heures. Ce sont celles-là qui sont envoyées aux autorités sanitaires. Donc là, il faudrait valider les données par heure. Et ça crée un certain nombre d'incertitudes, et c'est précisément ce sur quoi M. Dupin travaille pour apporter les améliorations nécessaires. Malheureusement, M. Roche est pratiquement inaudible. Merci beaucoup. Alors, moi, je n'ai plus d'autres questions. Alors, je vérifie s'il y a des demandes d'intervention.
Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? Faire part de ses idées ou poser des questions aux intervenants? Si c'est le cas, faites-le maintenant. Parce que sans les deux autres intervenants, eh bien, nous sommes sur le point de clore cette séance. Voilà, vous avez encore une toute dernière possibilité pour poser vos questions, mais je ne vois pas de demande d'intervention. Eh bien, il me reste à vous remercier beaucoup, tous les deux, pour vos présentations. Et c'est vraiment un plaisir pour moi ce fut un plaisir pour moi que de modérer cette petite séance et d'interagir avec vous. Et vos présentations seront donc diffusées largement. Et nous espérons que cela donc contribuera à vous encourager pour poursuivre ces projets et pour faire avancer donc la situation, pour améliorer la qualité de l'eau dans les rivières et pour lutter contre les sacs plastiques. S'il n'y a pas d'autres observations, c'est Sophia, Mohamed, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Si ce n'est pas le cas, je vais clore la séance. Sophia, oui, je vous en prie. J'avais juste une petite observation. Je voulais bien entendu vous remercier pour avoir modéré cette séance. Et puis, je voulais aussi remercier les partenaires. Je voulais remercier tous les partenaires français avec lesquels nous travaillons au quotidien, les autorités sanitaires, l'Agence pour l'eau et les conseils départementaux, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, syndicat Marneville, et remercier toutes les villes avec lesquelles nous travaillons. Donc, je voulais simplement les remercier tous parce que c'est une tâche ardue et longue à laquelle nous sommes attelés et donc il est extrêmement important que tous participent et j'espère que tout sera prêt dans les temps. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Sophia. Mohamed? Quelques mots pour finir? Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole. C'est très important pour moi. Je pensais pouvoir participer il y a 1 an et puis 1 an, ça a été reporté. Mais en tout cas, ce fut très utile parce que ce sur quoi j'ai travaillé a suscité un certain nombre de réactions et c'est ce qui m'a permis d'améliorer la qualité donc, de mon travail. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, je vais redonner la parole à Aurélien pour qu'il conclue. Merci beaucoup, Monsieur Roche. Merci aux 2 orateurs, aux 2 intervenants de cet après-midi pour ces présentations très intéressantes. Merci beaucoup à l'ensemble des participants. Je vous souhaite à présent une bonne soirée et je vous rappelle que la prochaine séance commencera demain à 9h du matin, heure de Paris. Et en attendant, d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme de la conférence. Vous avez également un petit recueil des extraits d'intervention disponibles sur l'UNESDOC Web Platform. C'est vraiment la plateforme sur laquelle vous trouvez toutes les présentations ici de l'UNESCO. N'hésitez pas donc à vous référer. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Merci à tous. Merci à vous.
Bye.